Très, très grosse semaine sur les earnings. On a eu des boîtes qui se sont envolées, d'autres qui ont complètement chuté. Donc, dans cette vidéo, on va parler de tous ces earnings qu'on a pu avoir. On va parler de Fiserv qui a perdu 47% la semaine dernière et sur une journée, moins 40%, 45% suite à l'annonce de leurs résultats. Donc, vous allez découvrir ce qui s'est passé. On va également parler de Meta Platform qui, pareil, hein, perte de 12-13% suite à l'annonce des résultats. En revanche, Amazon qui bondit, plus 12% sur les 12-13% sur l'annonce des résultats. Idem pour Google, annonce des résultats, un joli pic, plus 7%. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et on finira par classer ces entreprises qui ont eu leurs résultats cette semaine pour voir lesquelles vont être capables de surperformer à long terme, lesquelles vont sous-performer et lesquelles on va plutôt se positionner en neutre. Donc là, on a une petite quinzaine d'entreprises qui ont pu donner leurs résultats en fin de semaine. Juste avant de rentrer dans le vif de la vidéo, j'ai lancé le groupe Finance Optimale. Donc, c'est un groupe school qui est complètement gratuit dans lequel je vais partager des analyses. Je vais partager également des techniques d'investissement, des leçons, des recherches que je fais sur le marché. Tu as accès aussi à des cours, donc celui sur ma stratégie complète, celui à une banque de valeurs, c'est-à-dire plein de cours sur des thèmes particuliers au niveau de la bourse qui te permettront de devenir un meilleur investisseur. Donc tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et si tu veux aller plus loin et intégrer un club investisseur pour suivre mon portefeuille, surperformer les indices et apprendre à faire la même chose de ton côté ou juste de suivre le portefeuille, tu peux rejoindre le club via le lien qui se trouve dans la description également. Pour en revenir à la vidéo, on va commencer par Fiserv, qui a, je pense, c'est probablement les résultats les plus choquants qu'on ait eu là sur ces earnings. Et même sur l'année, on n'a pas eu beaucoup de boîtes du cran hein, de Fiserv qui ont perdu 47%. J'avais fait une vidéo d'analyse complète sur Fiserv il y a quelques mois. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Où je disais que je n'ai pas intégré l'entreprise à mon portefeuille par rapport à certaines craintes. Et ces craintes, elles ont été matérialisées ici. Donc, les deux grosses craintes que j'avais, moi, c'était la dette qui était trop élevée pour l'entreprise. Donc, s'il y avait le moindre ralentissement, elle allait peser très lourd. Et la seconde crainte que j'avais concernant l'entreprise, c'est que son WACC, donc le coût moyen sur leurs capitaux, était supérieur au ROIC, ROCE, et surtout que c'est une boîte qui fait beaucoup d'acquisitions. Et à cause de ça, ça fait que le ROCE ou le ROIC avait du mal à être conséquent au-dessus des 15%. Et donc là, on a Fiserv qui a perdu 40%. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, c'est un petit résumé des résultats. D'ailleurs, on va voir plusieurs trucs. J'ai un prompt qui est vraiment pas mal où on fournit les 2-3 quarters précédents et ça nous fait un résumé assez complet et ça nous dit où sont les problèmes, où sont les bonnes choses. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je partage ce prompt ou même que je fasse une vidéo dédiée à comment j'utilise l'IA pour aller plus vite dans mes recherches et dans mes investissements. Donc, première chose, en résumé, on peut voir que le trimestre 2025, le troisième trimestre, marque un reset critique et nécessaire pour Fiserv. La performance est massivement en dessous des attentes créées au cours des trimestres précédents. Le nouveau PDG a mené une analyse rigoureuse qui a révélé que la croissance passée était insoutenable, gonflée par des facteurs cycliques, notamment l'Argentine, et des initiatives à court terme, tout en masquant un sous-investissement dans les services clients et la technologie. Conséquence, la guidance de 2025 a été drastiquement réduite. Plus important encore, la direction a entièrement remanié, nouveau CFO, nouveau coprésident, nouveau président du conseil et une nouvelle base de référence financière est établie, sacrifiant la rentabilité de 2026 pour restaurer une croissance durable de haute qualité. Donc déjà, 2026, vous oubliez. Tous ceux qui sont dans Fiserv se disant oui, mais ça va aller mieux, tout ça. 2026, vous oubliez. Donc ce sera à partir de 2027 où potentiellement vous allez retrouver de la croissance et c'est pas garanti. Donc on a un chiffre d'affaires qui fait du plus 1%. Croissance organique plus 1%. OK. Donc, c'était 7% au premier trimestre, 8% au trimestre 2. Là, on est à 1%. C'est ridiculement bas. Des marges opérationnelles en baisse de 320 points. Donc, pareil, ça met fin à la tendance d'expansion qu'on a eu T1, T2. Bénéfice par action en baisse de 11% par rapport au T3 2025, par rapport à l'année dernière. C'est une inversion brutale par rapport à la croissance de 14% du T1 et 16% du T2. Donc là, on passe d'une entreprise qui grossissait aux alentours de 15% par an à faire du moins 14%. OK. Le fédéral une tendance structurelle qui était masquée. La croissance organique hors Argentine n'était que de 6% en 2023 et 2024. Et là, on est 12 à 16% reportés, gonflés par l'hyperinflation.
Les résultats du C3 médiocre reflètent la nouvelle base de référence après suppression d'initiatives à court terme. Donc en gros, ce qui a déçu, c'est que ça fait potentiellement 2 ans que c'est artificiellement gonflé, que la croissance autour de Pfizer est artificiellement gonflée par l'hyperinflation qu'il y a eu en Argentine. Et donc, si on enlève cette hyperinflation, on se rend compte que la croissance était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc ça rend les choses un peu problématiques. Donc là, on peut voir la guidance, les évolutions. Donc la croissance organique, la guidance du trimestre 1, 10, 12%, trimestre 2, autour de 10%, trimestre 3, on passe à 3, 4%. Donc déjà là, boum, on prend un divisé par 3 là-dessus. EPS entre 10 et 10,30, on est passé à 10,15, 10,30, donc ça a remonté au dernier trimestre un petit peu la guidance, pour là venir la chuter complètement, 8,50, 8,60. Donc là, une grosse baisse. Plus de 20% de baisse là-dessus. Marge opérationnelle, là, au moins plus 125, plus 100, et là, on est moins 200. Donc, c'est une grosse baisse. Le ton du management est passé d'une confiance prudente au trimestre 2. Les lancements prennent plus de temps, à une transparence brutale, décevant, reset nécessaire. Ça, pour le coup, je trouve que c'est potentiellement une bonne chose du management, sachant que le PDG est récent. Hein, il est arrivé, je crois, il y a 1 an à peine. Donc, c'est bien qu'ils soient transparents, que ça ne va pas et qu'ils veulent faire le nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il avait déjà des vues au trimestre précédent et il a juste essayé de calmer la chose ou pas, et que là, vu que les résultats sont très mauvais, il était obligé de souligner tout ça? Je ne sais pas. Le PDG McLaren justifie cet effondrement par la normalisation de l'Argentine, des hypothèses de croissance initiale objectivement difficiles à atteindre, la nécessité de réinvestir après des années de report d'investissement et un abandon délibéré d'initiatives de revenus à court terme et durable. Ça, là, ce que ça veut dire, la nécessité de réinvestir après des années de report d'investissement, ça veut dire que le ROIC va encore baisser pour l'entreprise. Ça veut dire qu'ils vont devoir encore continuer d'investir, donc on peut s'attendre à des marges opérationnelles qui baissent et un ROIC qui remontait tranquillement, qui risque là de retrouver des niveaux quand même assez bas, surtout quand les coûts des capitaux sont beaucoup plus élevés. Donc avec les coûts des capitaux qui sont plus élevés, ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Donc là, perspective pour 2026 sera une année critique d'investissement et de transition. La direction anticipe une croissance organique faible à 1 chiffre et un EPS ajusté en modeste baisse par rapport à 2025. Donc déjà 2025, on commençait à avoir potentiellement une baisse. Là, 2026, ça va être complet au niveau de la baisse. Donc le diagnostic dans les commentaires du management, rien chez Fiserv n'est fondamentalement cassé. L'analyse a révélé que les actifs Clover, Commerce Hub, Finxat sont extrêmement bien positionnés, mais que l'exécution de la stratégie était défaillante. Les problèmes sont en grande partie de notre fait. Ça, je vais être honnête, j'aime entendre ça. J'aime entendre ça, que c'est pas les produits qui ont un problème, c'est pas le marché qui a un problème. Nous qui avons merdé, c'est nous qui avons mal exécuté. Et donc là, on va y remédier. Leur remède, le One Fiserv Action Plan. La nouvelle stratégie repose sur 5 piliers. 1, mentalité client d'abord. 2, Clover comme plateforme opérationnelle. 3, plateforme innovante, finance embarquée, stablecoin. Excellence opérationnelle via l'IA, Project Elevate avec IBM. Et allocation disciplinée du capital. Donc dans les dire, c'est le même bullshit que tout le monde. Un truc pour Clover, ils voient un truc énorme avec Clover. Honnêtement, le marché dans lequel Clover fait est super concurrentiel. Attention. Attention à tout ça. Donc, dans les changements de direction, on a Paul Todd qui est ex-Global Payment, devient le CFO. Il remplace Bob Howe. Divya Suradi qui est ex-General Manager, je pense, de Stripe. Et Takis Georgiakopoulos, qui est un ancien JP Morgan, sont nommés co-présidents. Et ensuite, on s'en fout un petit peu. Clover, la prévision 2025 est réduite de 3,5 à 3,3 milliards. La croissance du TCAP ralentira à 10%, car l'entreprise annule certains frais initiés il y a 1 an, confirmant la croissance récente était en partie artificielle. Donc là, franchement, ça sent pas très bon, sachant que Clover est le gros driver de croissance. Donc dans les points positifs, c'est ce que je vous disais, transparence, responsabilité, qualité de leadership, ça, on le verra. Redéfinition de la qualité des revenus, investissement dans l'avenir, actif clé. Donc là, maintenant, Fiserv, c'est simple, il y a un double choix derrière. Alors, on va aller valoriser ça à la fin, mais c'est soit on pense que là, on va repartir sur des bonnes bases et qu'il y a de la croissance qui va venir, et tant mieux, soit on ne pense pas ça et ça va être compliqué. Si on pense purement sentiment de marché sur Fiserv, le sentiment est tellement mauvais qu'on est dans une phase maintenant où c'est compliqué d'être pire en termes de sentiment. Maintenant,
est-ce que ça va pas sous-performer pendant des années et est-ce qu'on aura une vraie reprise? Parce qu'on peut aussi avoir une reprise très, très flat qui ne mène nulle part. C'est aussi quelque chose qui est possible. Donc moi, pour le coup, Fiserv, c'est une boîte déjà dans laquelle je ne voulais pas investir à cause de l'endettement, à cause de tout ça. Et donc là, encore moins maintenant. Ok, donc on va passer maintenant à la prochaine. C'est Booking, qui a eu des bons résultats. Booking a donné des bons résultats. L'action n'a pas trop bougé, plus ou moins 2%. Ça, c'est quand même pas mal. Globalement, ce qui s'est passé, c'est publié un troisième trimestre de noting exceptionnel. On va dire pour Booking, c'est un petit peu tout le temps la même chose. Si on va regarder ici sur margin l'évolution de Booking, on va aller regarder l'évolution dans l'Investor Relation et on peut voir que ça fait un paquet d'années qui font toujours mieux que ce qui est prévu. Donc là, ils ont fait globalement légèrement mieux. Dépassant largement les attentes et sa propre guidance. Donc encore une fois, ils font mieux que ce qu'ils annoncent. La performance a été tirée par une croissance robuste des nuitées, plus 8%, et une accélération notable du marché américain. Le management a relevé ses prévisions pour l'ensemble de 2025 et a augmenté son objectif d'économie de coûts, reflétant une exécution disciplinée et à forte dynamique commerciale. Le ton de la direction est très confiant, mettant en avant les progrès tangibles sur l'initiative stratégique IA, Connected Trip et la force croissante de son canal de réservation. Donc là, on peut voir T3 2025, on a tous les trimestres, ok, et donc là, on a une très belle croissance. La guidance du T3, c'était plus 3,3, entre 3,5 et 5,5. Ça a été supérieur. Pareil, réservation brute, ça a été supérieur que les guidances précédentes. Le chiffre d'affaires, pareil, ça a fait mieux que les guidances. Tout a fait mieux que les guidances qui ont été proposées, donc ça c'est bien. La tendance structurelle des marges est positive. L'amélioration des marges des niveaux T3 par rapport au T3 2024, 45,8, démontre une excellente discipline des coûts, même en période de forte croissance. C'est-à-dire qu'ils arrivent à grossir sans pour autant dépenser beaucoup plus. Et ça, c'est excellent. La direction a relevé sa guidance pour l'ensemble de 2025, reflétant sa confiance. OK. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la direction a augmenté l'objectif d'économie annuelle de ce programme. De base, c'était 400 à 450 millions. Maintenant, il passe à 500 à 550 millions. Donc, les économies réalisées en 2025 dépasseront 225 millions de dollars. Donc, c'est une chose qu'on aime entendre. Autre chose qu'on aime bien, c'est l'accélération aux États-Unis, sachant que c'est un endroit ultra compétitif où Booking avait du mal à s'intégrer. Parce qu'aux États-Unis, avec tous les programmes de fidélité qu'il y a chez Marriott, Hilton, tous ces trucs, ça fonctionne beaucoup au programme de fidélité. Et là, c'est compliqué, disons, d'être plus compétitif qu'eux. C'était vraiment compliqué. Pourtant, ils arrivent à accélérer. Après avoir été la région la plus faible au T1 et au T2, la croissance des États-Unis atteint un high single digit au T3. La direction attribue cela à une forte demande sortante, à la croissance du B2B et derrière, de manière cruciale, à la forte croissance du canal direct aux États-Unis. Là, ils font l'exécution sur l'IA, ils ont fait des partenariats, ils ont lancé plein de trucs et ils ont lancé leur partenariat sur la plupart de ChatGPT. Donc en gros, maintenant, je pense que les agents de ChatGPT pourront booker directement des trucs via Booking. Donc ça, c'est très bien. La croissance des transactions connectées était de plus 30%. Donc tout est bon, les vols, ça augmente. Le programme de gestion échantillon, le management est resté sur la force de son programme de loyauté. Les membres de niveau 2 et 3, plus de 30% des clés actifs, génèrent une part mid-50, donc environ 55% des nuitées et augmentent d'année en année. Donc leur programme de fidélité fonctionne bien. Et pour être un utilisateur régulier de Booking, je suis un membre Genius. Et pour le coup, c'est vrai que du fait de Genius, du fait de tout ça, c'est rare que j'aille chercher ailleurs que sur Booking pour réserver un hôtel, pour réserver quelque chose. Donc là, pour le coup, c'est très bon. OK? Donc dans tous les points positifs, on a tout ça. Les points négatifs, c'est la dépréciation de Kayak. Le rapport de T3 mentionne une dépréciation de 405 millions liée au goodwill et aux actifs incorporels de Kayak. C'est un point qui est potentiellement pas terrible. Ensuite, on a également la justification de prestations. Cette dépréciation est principalement due à une réduction des flux de trésorerie prévisionnels pour Kayak, reflétant l'impact des augmentations attendues des coûts d'acquisition de clients. Cela indique que le segment MetaSurf subit une pression concurrentielle. Donc là, c'est surtout axé sur Kayak. Heureusement, Booking possède plein de marques différentes, mais il y a ça. Ensuite, il y a forcément l'incertitude macro et géopolitique, parce que c'est un petit peu la base de tout ça. OK, donc pour le reste, on est très bien. Les avantages concurrentiels, les coûts de substitution, tout ça montre être de plus en plus intéressant.
Et le T3 est un trimestre de validation et d'accélération. Booking a non seulement surmonté les faiblesses perçues aux États-Unis en début d'année, mais a démontré une force nouvelle, notamment le canal direct. Les fondamentaux à long terme s'améliorent clairement, l'entreprise gère ses coûts avec discipline, alloue son capital intelligemment et surtout renforce son avantage concurrentiel. Donc, je vais bien évidemment voir après là, pour Booking, la valorisation, si c'est intéressant d'entrer maintenant ou pas, mais c'est quelque chose qu'on va voir. On passe maintenant sur S&P Global. Donc j'en ai encore une, deux. Après S&P Global à voir via le prompt que j'utilise sur l'IA. Et puis après, on passera directement sur les documents partagés sur les entreprises que je suis le plus. Hein, donc Amazon, Google, Meta, Microsoft. Là, je ne l'ai pas fait avec l'IA, je l'ai fait avec les documents parce qu'il y a des points très importants. Là, c'est une entreprise que je suis, bien évidemment, mais beaucoup moins critique. S&P Global a publié un troisième trimestre exceptionnel, qualifié par la direction de plus fort jamais trimestre enregistré des dépassements nettement des attentes. La performance a été marquée par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires plus 9%. C'est là où ils avaient un problème. On avait beaucoup de doutes sur la capacité que pouvait avoir S&P Global à accélérer son chiffre d'affaires. Là, ils montrent qu'ils en sont capables, donc c'est très bien. Une expansion massive des marges et une croissance de 22% de l'EPS ajusté. Cette dynamique est tirée par un rebond spectaculaire du segment rating, plus 12%, une confirmation de l'accélération organique du segment market intelligence, plus 8%. Le management affiche une confiance totale, relevant significativement ses prévisions pour l'année et en menant une allocation de capital active, acquisition de With Intelligence, session ciblée et 2,5 de rachat d'actions supplémentaires annoncé. Donc là, pour le coup, vraiment pas mal. Donc on a les croissances ici. Ça globalement grossit plus ou moins correctement partout et surtout beaucoup plus vite que ce qui avait pu être imaginé. Guidance et perspective, donc on a une guidance au T2 qui était entre 5 et 7% de croissance du CA et passe à 7 et 8%. Donc on hausse. Marge opérationnelle entre 48 et 49% et passe à 50,5%. Et le PS ajusté, pareil, entre 17 et 17,25, là passe entre 17,60 et 17,80. Donc très solide trimestre pour S&P Global. On passe à Chipotle, qui eux n'ont pas été épargnés. Hein. Chipotle, suite à l'annonce des résultats, ils ont eu une belle baisse. Boum, ça a pris moins 21. Depuis le début de l'année, on est à moins 50. Ça a quasiment divisé par deux l'action. On peut voir que là, on est depuis les plus hauts. On est sur un drawdown de 51%. Donc, ça commence à être à piquer pas mal. Donc, nos résumés global. Le troisième trimestre de 2025 Chipotle a été décevant et inférieur aux attentes de la direction. La croissance du chiffre d'affaires, 7,5%, était principalement tirée par les nouvelles ouvertures, masquant la faiblesse persistante des transactions, toujours négatives à moins 0,8%. Face à la dégradation de l'environnement macroéconomique qui touche son cœur de clientèle, revenus faibles, moyens, 25-35 ans, la direction a réduit ses prévisions annuelles pour la deuxième fois consécutive de stable au T2 à une baisse low single digit au T3. Le ton est défensif, mais l'entreprise réagit, elle accepte une pression sur les marges à court terme, elle n'augmentant pas les prix au rythme de l'inflation et lance un plan Receive for Growth axé sur l'exécution opérationnelle, l'accélération de l'innovation et une meilleure communication avec sa proposition de valeur. La thèse qu'il y avait sur Chipotle, c'est que c'était une fast-food healthy qui se développait comme pas possible, etc. Sauf que honnêtement, pour avoir été plusieurs fois aux États-Unis, quasiment partout où j'ai pu aller, que ce soit Miami, New York, Vegas, il n'y a personne qui fait la queue dans les Chipotle. Il n'y a quasiment personne. Alors, peut-être que c'est juste là où j'ai été où il n'y a personne, mais il n'y a vraiment pas grand monde dedans. Et donc, la croissance est vraiment due au fait qu'ils ouvrent des nouvelles boutiques, plus à la croissance interne qu'on peut avoir dans chacun des restaurants. Je pense également qu'ils ont augmenté les tarifs beaucoup trop, c'est-à-dire que déjà, Chipotle, c'est pas les prix de McDonald's, c'est quand même un peu plus cher. C'est quand même un peu plus cher. Après, bon, ils justifient ça parce que c'est un peu plus sain, etc. Donc, c'est plus cher. Mais en fait, ils sont sur une fourchette de prix où les gens qui ont de l'argent, ils ne vont pas aller manger chez Chipotle. Les gens qui n'ont pas trop d'argent, mais qui veulent un truc rapide et pas trop assez sain, tu vois, ils ne vont pas aller chez Chipotle non plus parce que c'est trop cher pour eux. Donc, ils sont dans un entre-deux qui n'est pas terrible, qui est à la fois... soit ils sont trop chers, soit pas assez chers en fonction de qui ils visent. Et donc, c'est ça le problème, la problématique qu'ils ont, c'est que je trouve qu'ils sont pas très bien positionnés. En plus de ça, c'est génie. Je crois qu'ils ont commencé à ouvrir des chaînes de restaurants au Mexique. Là où, à tous mes coins de rue, tu as quelqu'un qui va te faire tes tacos, des burritos. Donc, je suis content, ok, ils font des bowls et tout ça, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit stratégiquement le meilleur endroit à ouvrir au Mexique par rapport à ça.
Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la croissance. C'est juste qu'ils ont dit les marges, il faut les laisser. Marge opérationnelle, 24,5% au T3, en baisse de 100 points de base par rapport au 25,5 l'année dernière. Et on devrait s'attendre à encore on devra encore s'attendre à une baisse là-dessus. Ça risque d'être assez compliqué ici. Donc, à voir comment ça va arriver. Avant, T1, c'était low single digit. T2, on reste flat. T3, là, on estime une décroissance. Donc là, c'est pas terrible pour Chipotle. On passe maintenant à PayPal. PayPal qui a eu des résultats quand même assez bons. C'est pas une boîte que j'apprécie énormément, mais qui a eu des résultats assez bons. Un trimestre solide, dépassant les attentes et relevant ses prévisions annuelles pour la deuxième fois consécutive. La performance est tirée par une croissance rentable et diversifiée à travers les expériences de marque. Le PSP, donc Braintree et Venmo, le point saillant est l'initiation d'un dividende trimestriel signalant une forte confiance dans la direction dans la génération de free cash flow durable. Le ton du CEO Alex Chriss est passé de la stabilisation à l'offensive et l'accélération, soulignant que l'entreprise est fondamentalement plus forte. Stratégiquement, PayPal s'est positionné agressivement comme un acteur central du commerce argentique via des partenariats majeurs Google, OpenAI. Le truc qui me dérange ici, c'est qu'ils commencent un dividende. Alors, c'est potentiellement très bien, mais j'ai l'impression qu'ils font ça parce que ils veulent absolument retrouver des actionnaires. Alors, ils disent plus ou moins 10% de payout ratio pour ça, mais donc ça va pas être un dividende trop emmerdant. Mais passer à l'offensive en même temps que lancer un dividende, pourquoi ne pas allouer tout ce cash là-dessus? Alors, visiblement, ils ont du mal à savoir où allouer le cash parce qu'ils font que des buybacks jusqu'à présent. Donc là, buybacks plus dividendes. Ils se sont dit, bon, les buybacks, ça suffit pas pour faire grossir l'action. Donc, on va passer sur des dividendes. Là, on peut le voir on va aller voir PayPal. Les buybacks sont quand même assez impressionnants qu'ils ont pu faire. Hop, on va aller regarder ici. Financing Activity. Les actions rachetées. On va dire 6 milliards d'actions rachetées en 2024, 5 milliards en 2023. Là, pour le moment, on n'est pas loin des 6 milliards pour 2025 déjà aussi. Surtout que ça a été fait à des prices sur Free Cash Flow et des prices sur en ligne qui sont très faibles. Si on regarde également l'évolution de nombre d'actions en circulation, pareil, ça diminue, mais très fortement. 2% par an sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 4% par an d'actions en moins. Donc, c'est des gros buybacks. Et donc là, ça n'a pas suffi, ça, à faire regagner le cœur des investisseurs. Parce que si on regarde l'action, alors, elle a explosé 10% à l'annonce, et depuis, elle a reperdu ses 13%. C'est quand même assez incroyable. Depuis le début de l'année, c'est moins 20%. Là, PayPal, depuis 2021, ça ne fait plus rien. Pourtant, c'est une boîte qui est rentable. C'est juste que je pense que le moat n'est pas présent. Pour ça que moi, je n'ai pas investi dans PayPal, c'est que j'ai du mal avec le moat. J'ai du mal avec cette entreprise d'un point de vue général. La façon dont elle traite ses clients, que ce soit les professionnels ou les particuliers, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, on a une légère baisse des marges. Ok, on est passé à 18,6%. La direction prévient que les investissements futurs pourraient créer des vents contraires à court terme sur les marges. Donc là, il faut voir ce que ça va donner parce que c'est très bien. S'ils arrivent à grossir, parfait. Mais est-ce qu'ils vont continuer à maintenir des marges? Est-ce que ça ne va pas trop détruire les marges? Et qu'ensuite, une fois qu'ils ont grossi, est-ce qu'ils seront capables de réaugmenter les marges? Ça, c'est pas sûr. Ouais, il n'y a pas de grand-chose de plus à dire là-dessus. Donc, dans les guidance, un EPS entre 1,5 et 1,1. Croissance attendue 5% au point médian. Ce ralentissement par rapport au T3 plus N est justifié par des comparatifs plus difficiles sur le crédit, des investissements accrus en contrat revenu pour stimuler la croissance et une prudence macroéconomique. Donc, une croissance à 6 à 7% qui est imaginée. Donc, ouais, pas difficile. On va passer maintenant aux hyperscalers. On va passer à aller de Meta, Microsoft, Google, Amazon. Juste avant, je veux qu'on fasse de ça. 89% de hausse des CAPEX pour les hyperscalers. Donc Microsoft, Google, Meta ont tous au troisième trimestre, ok, donc c'est 3 boîtes, en un trimestre, 78 milliards de dépenses en CAPEX. C'est 89% de plus que l'année dernière. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Ça va être compliqué d'être rentable. Et on va commencer à voir dans les résultats ici que les résultats de Google ne justifient pas forcément la hausse qu'ils ont eue, que les résultats d'Amazon, eux, justifient la hausse qu'ils ont eue, et que les résultats de Meta justifient la baisse
qu'ils ont pu avoir. Hein. On a également ça qui commence à m'inquiéter. Google, Amazon, Microsoft, Meta, lui nous dit en gros, ça fait 11 fois d'affilée qu'ils font mieux que toutes les estimations. The hyperscaler will go down as the easiest investment in our lifetime. En gros, investir dans les hyperscalers, ça aurait été l'investissement le plus facile qu'on aura pu faire dans notre histoire, dans notre vie. Honnêtement, là, on commence à régner sur le niveau singe. Hein. On commence à régner sur le niveau singe là-dessus. Ça commence à faire assez peur. Donc, on va commencer par Amazon. Amazon, bon, on a une boîte qui fait déjà 600 milliards par an et qui nous trouve un moyen de grossir à 13% les ventes net sales, plus 13% par rapport à l'année dernière. C'est assez exceptionnel. L'AW segment, plus 20%. On avait des inquiétudes au dernier trimestre parce qu'il n'avait pas trop grossi et que Microsoft, Google grossissait plus. Sauf que Amazon est largement dominant sur ce marché. Et là, ils grossissent encore plus. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont le culot de nous dire? Ils commencent une conference call Andy Jassy. Backlog grew to 200 million by Q3 quarter end and doesn't include several announced new deals in October, which together are more than our total deal volume for all Q3. Donc en gros, on a le PDG qui nous dit dans le conference call, on a une nouvelle croissance qui est là pour AWS. C'est la plus grosse croissance qu'on a pu voir depuis 2022. Les backlogs sont à plus de 200 milliards. On n'a pas inclus dans ces backlogs à 200 milliards des contrats qui sont arrivés en octobre, qui sont beaucoup plus gros que tout ce qu'on a eu dans le trimestre. Et là, il nous dit AWS is gaining momentum. Donc, il regagne des parts de marché, il regagne du momentum. C'est assez exceptionnel comme résultat. On a les operating income à 17 milliards, comparé à 17 milliards l'année dernière. Donc, c'est pas de croissance, mais il faut il faut prendre en compte qu'il y a eu deux charges spéciales, 2,5 milliards à cause d'un legal settlement with the Federal Trade Commission, donc des frais légaux, et 1,8 milliard de severance costs primarily related to planned role estimation. Sans ça, on sera à 21,7 milliards. Donc 21,7 milliards, quel est le taux de croissance que ça nous fait? Ça nous fait qu'on passe de 17,4 à 21,7. Ça nous fait un taux de croissance de 24%. Donc des marges qui sont en augmentation si on ajuste à ces dépenses. Donc on a un chiffre d'affaires qui augmente de 13%, des bénéfices opérationnels qui augmentent de 24%. Ça nous fait donc qu'on a des marges qui sont en croissance. Et ça, on aime. On a le net income qui a augmenté à 21,2 milliards comparé à 15,3 milliards. OK, mais il faut enlever 9,5 milliards qui sont des non-operating expenses d'un investissement dans Anthropic. Google a eu la même chose. Et donc, si on enlève ces 9,5 milliards, donc allez, on enlève les 9,5 milliards, on rajoute les 2,5 et 1,8, donc on va dire 2,5 et 2, ça fait 4,5. 4,5 moins les 9,5, donc allez, ça nous fait 5. Il y a 5 milliards à enlever, donc 21 moins 5, ça nous fait 16 milliards. Ça nous fait une légère croissance du bénéfice par action. On passe de 15,3 à plus ou moins 16,2 milliards. OK? Donc, on passe de 15,3 à plus ou moins 16,2 milliards. Ça nous fait une croissance de 5,8% sur les bénéfices nets. Pas terrible. Hein? Ça, c'est pas terrible. Par contre, le cash flow opérationnel, et vous l'avez vu, moi, si vous avez regardé déjà mes vidéos, c'est là-dessus que je valorise Amazon parce que c'est connu pour investir massivement et depuis tout le temps. Et ça a toujours eu un très bon modèle de faire comme ça pour eux. C'est pas pareil pour toutes les entreprises, mais pour eux, ça a très bien fonctionné. Le cash flow opérationnel, lui, augmente de 16% sur l'année, donc très, très, très bonne chose. AWS is growing at a pace we haven't seen since 2022, accelerating to 20.2% year over year. Donc, AWS est en renouvellement de croissance. C'est le plus haut niveau de croissance qu'ils ont eu depuis 2022. Donc, ça, c'est exceptionnel. Ils voient que les puces Trainium, okay, donc leurs puces IA, deviennent de plus en plus achetées. Donc, ils les vendent. C'est pour eux un multi-milliard-dollar business qui a augmenté de 150% quarter over quarter. Donc, c'est des gros chiffres. Si le truc faisait 1 milliard et qu'il est passé à 2 milliards et demi, ça fait une hausse de 150%. C'est pas si impressionnant. Enfin, c'est impressionnant en termes de pourcentage, mais c'est pas si gros que ça quand on compare au marché. Mais c'est toujours quand même présent.
Là, on voit tout ce qu'ils ont fait dans le trimestre, c'est quand même assez impressionnant. On a lancé QuickSuite Agentic AI App. Donc, c'est un gros un AI teammate, mais ce qui est important à noter là-dessus, c'est que ça permet d'avoir plus de 80% de temps économisé sur des tâches complexes et 90% de cost saving, donc d'économie sur les coûts. Donc, c'est quand même assez exceptionnel là-dessus. On a également Strong Usage of Rufus. Donc, c'est un IA qui va aider au shopping sur Amazon. Et il voit que ceux qui utilisent Rufus ont 60% plus de chances de finir une transaction sur Amazon. Donc, c'est bien. Ils sont en train de faire un partenariat avec Netflix, Spotify, SiriusXM pour faire des pubs sur ces plateformes en passant par Amazon Ads. Ça, c'est quand même pas mal comme partenariat. C'est quand même quelque chose qu'on aime voir. Donc, les gens qui feront de la pub sur Amazon, enfin, il y a Amazon Ads, eh bien, ils auront accès directement à faire la pub, à publicité sur Netflix, Spotify, SiriusXM, etc. Ils ont aussi lancer les robotaxis à Las Vegas, le Zoox, et ils estiment pouvoir continuer à Washington et dans 8 autres destinations. Pour la guidance, net sale are expected to be between 206 et 213 milliards. Donc, ce serait une croissance entre 10 et 13% par rapport au même trimestre l'année dernière. Et l'operating income entre 21 et 26 milliards comparé à 22, 21 milliards l'année dernière. Donc, c'est pareil. Si on est sur le bas de la guidance, il n'y aurait pas de croissance sur l'operating income. Par contre, si on est sur le haut, on aurait une belle croissance. Donc, je n'ai pas noté plus de choses. J'ai 2-3 trucs dans le transcript qui sont intéressants. Là, en gros, les problèmes principaux qu'il y aurait avec AWS, c'est sur les histoires de migration. C'est compliqué de migrer d'un service à l'autre. Là, ils ont créé des agents IA qui font les migrations. Et customers have already used it to save 700,000 hours of manual effort. Donc, en gros, au lieu de le faire manuellement, ils peuvent le faire avec l'IA. Ça leur permet d'économiser plus de 700 000 heures d'effort. Okay. Et donc, pour leur exemple, ils ont Thomson Reuters qui l'a utilisé pour transformer 1,5 million de lignes de code par mois, moving from window to upper source alternative and completing tasks for time faster than with other migration tools. Donc, grâce à leur outil de migration, ça leur a pris 4 fois moins de temps qu'avec les autres outils. Donc, c'est mis en place. Ils ont vraiment des outils IA qui sont mis en place. Ils ont les partenariats avec Anthropic, donc Claude, qui vont prendre plus d'1 million de Trainium chips par la fin de l'année, donc le Trainium 2, et ils prévoient de sortir bientôt le Trainium 3, qui sera mieux. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'avec le Trainium 2, c'est déjà 40%, un truc comme ça, plus cost-effective que ce qu'il y a sur le marché. Et là, avec Trainium 3, ils estiment que la puce Trainium 3 sera 40% meilleure que la Trainium 2. Donc là, pareil, ils ont tellement de demandes qu'ils ont des problèmes à remplir cette demande. Est-ce que j'ai noté plus de choses? Voilà, c'est ce que je disais juste avant. We have small number of very large customers. Donc, ils ont très peu de clients, mais c'est des gros clients parce que leur Trainium est 30 à 40% mieux en termes de prix sur efficience que les autres options qui sont présentes et que ce sont des entreprises qui sont vraiment qui se focalisent beaucoup sur le price performance. C'est ça leurs clients. Après, ils nous disent qu'ils font quand même des partenariats avec Nvidia et AMD, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que leurs puces. Ils achètent encore beaucoup chez Nvidia et AMD et ils ont prévu d'acheter encore plus chez Nvidia pour l'année prochaine et potentiellement les années à venir, mais ça n'a pas été trop abordé. On va passer maintenant à Google. Google qui a aussi explosé suite à l'annonce des résultats et honnêtement, je trouve que c'est pas que c'est pas forcément justifié, c'est que je trouve que c'est un petit peu exagéré, que ça n'aurait pas dû autant augmenter, parce qu'on va voir que si on ajuste un petit peu les choses, les résultats de Google ne sont pas terribles, et ça met un drapeau qui, pour moi, doit être beaucoup plus maîtrisé. La première chose, c'est qu'on a le chiffre d'affaires qui a augmenté de 16%, 15% en constant currency, donc c'est pas mal. Google Cloud qui augmente de 34%, donc la très belle pénétration du marché là-dessus. Les operating income qui ont augmenté de 9% et les margins à 30%. Ok, maintenant, si on enlève les 3,5 milliards qu'ils ont eu suite à une punition, je sais pas comment on a fait, une amende de la Commission européenne, eh bien, l'operating income lui aurait grossi de 22%, ce qui fait que les marges seraient à 33,9%. Donc, c'est pas la même chose.
On a également dans les incomes, donc on a un net income qui a augmenté de 33% et un EPS de 35%. Les gens se disent, waouh, super, trop cool. Non, parce qu'il faut l'ajuster également. Parce qu'on a eu des gains qui viennent d'investissements que Google a pu faire. Et dans ces investissements, on a notamment SpaceX, Anthropic, qui ont été vraiment revalorisés à la hausse. Et c'est peut-être pas forcément justifié cette valorisation. Donc il faut les enlever, ces 12 milliards. Et donc si on enlève ces 12 milliards, donc au lieu d'enlever 12 milliards, on enlève le finance aussi, donc ça fait 9, allez, plus ou moins 3 milliards. Okay, ça nous fait plus ou moins 9,3 milliards là-dessus, donc 12 milliards moins 3,5. Je ne vais pas dire 9, je crois que c'est 9,3. 12,8 moins 3, ouais, c'est ça, 9,3. Donc on est à 9,3 milliards à enlever des net income. Donc voyons ce que ça va donner si on enlève les 9,3 milliards. Donc on était en 2026 à 26 et là à 34. On enlève 9,3 milliards, ça nous fait passer à 35. Donc on est plus ou moins flat. Ok, donc on n'a pas 30% de croissance finalement, on se retrouve avec une croissance flat. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que, alors là, j'ai été méchant. Maintenant, on peut le mettre plutôt que, au mieux, vu qu'on a généralement, là, c'était, tu vois, c'est 12, donc other income. Avant, on était à 3 milliards. On peut le remettre à 3 milliards. Donc, au lieu d'avoir moins 9 milliards à faire, on fait moins 7 milliards. Donc, même si on fait moins 7 milliards, ça nous fait une très légère croissance et on est loin des 30%. Et ça montre le problème qu'on a aujourd'hui avec les hyperscalers. C'est que les dépenses sont tellement énormes que ça va venir potentiellement toucher la rentabilité. Ok, donc là, on a des gros repayment on debt. Ils continuent de faire des rachats d'actions, un petit peu moins que l'année dernière, mais ils continuent de faire des rachats d'actions. Et purchase of property and equipment, on peut voir que ça a complètement pété ici. Là, on peut voir que là, ça s'est complètement explosé. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, le free cash flow. Donc là, on voit par rapport au free cash flow que 3 2025, trailing 12, 73 milliards. Là, on voit ici Q3 2025, 24. Q2, hop, Q4 2024, 24. Et non pas par rapport au Q3 2024, mais il n'y a plus trop de croissance là-dessus parce qu'ils dépensent tellement. Et là, on rentre dans le problème à quel point ces dépenses vont être rentables. Alors, a priori, pour le cloud, c'est ultra rentable, mais jusqu'où ça ira? Comment ça va aller? Là, on a une impression que les net income ont tellement augmenté, alors que non, il faut l'ajuster à ces investissements-là qui sont probablement survalorisés. Et donc là, il faut y faire attention. On va passer sur Microsoft avant de passer à Meta, et on va ensuite tout valoriser pour savoir lesquels vont potentiellement surperformer. Donc pour Microsoft, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est potentiellement un des bilans les plus clean de tous ceux qu'on a pu voir avec Amazon. Microsoft très clean. Croissance du chiffre d'affaires 18%. Operating income, croissance de 22% en constant currency. Donc plus que le chiffre d'affaires, donc augmentation des marges. Diluted earning per share en croissance de 13%. Ok, donc là c'est pas mal. Cloud revenue, croissance de 26%. Ok. Le commercial remaining performance obligation increase 51% à 392 milliards. Donc ça, c'est les backlogs. Donc là, c'est très bien. Azure increase 40%, donc 39% pour Azure et les autres cloud services. Donc c'est quand même assez impressionnant la croissance qu'ils ont là-dessus. Je crois que c'est tout ce que j'ai noté. Donc voilà. Donc le total revenu ici, total operating income. Donc on a des marges qui sont bien, qui grossissent. C'est bien. En fait, Microsoft, pour le coup, c'est un résultat qui est globalement très classique. Ok, la dette à long terme augmente très légèrement, mais abaisse très légèrement. Donc ça, c'est pas mal. On aime voir ça. Le management est bon là-dessus. Les rachats d'actions, c'est ça. Common stock purchase. Pourquoi ils font autant de rachats d'actions à ces niveaux de prix-là? On va voir. Hein, si on prend Microsoft, c'est quand même une boîte qui se paye, qui est quand même assez cher. Hein, donc pourquoi est-ce que à 36 fois les bénéfices, faire des rachats d'actions par là, ça me semble être un petit peu élevé, et pas ce qu'il y a de mieux, mais peut-être qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur cash. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand-chose à commenter, disons, sur ces earnings, parce qu'ils sont très propres, très bons, il n'y a pas trop de choses négatives à dire dessus. On passe maintenant sur Meta, qui
je pense, sont ceux qui sont positionnés pour montrer le plus les faiblesses qu'on a en ce moment sur l'IA et les problématiques que ça remonte. Donc, on a un chiffre d'affaires magnifique, croissance de 26%, là, chapeau l'artiste, très très beau. Malheureusement, les dépenses ont augmenté de 32%, ce qui fait qu'on a une augmentation du bénéfice opérationnel de seulement 18% par rapport aux 26%. Donc, ça veut dire qu'on a des marges qui sont en baisse. On a une baisse des marges, et ça, on ne veut pas forcément, c'est pas trop quelque chose qu'on veut voir. Maintenant, il y a des choses à ajuster par rapport au bénéfice net. Ok, on peut voir que le bénéfice net a baissé de 83%. Il ne faut pas s'affoler là-dessus. Ils ont eu 15 milliards de dépenses. Donc, s'ils ont eu 15 milliards,9 dû à des tax rates. Ok, donc, il y a un ajustement qui va être fait dans le futur, etc. Donc, ça, c'est du one-time thing. Si on enlève si on ajuste quoi, avec ça, donc il faut rajouter plus ou moins 16 milliards. Donc, on passerait de 2,7 à 18,6 plus ou moins. Donc, on passerait de 15,6 à 18,6. Donc, le taux de croissance, 15,6 à 18,6, plus ou moins, fait ça à la louche, ça fait une croissance à 19%, ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc, on n'est pas sur une décroissance des bénéfices nets de 83%, parce que c'est juste à cause de cette provision income tax qui est aussi élevée. Donc, ça, il faut l'ajuster. Sinon, on a une croissance un petit peu partout. Maintenant, we currently expect 2025 capital expenditure, including principal payment on finance lease, to be in a range of 70 to 72 billion, increase from our prior outlook of 66 to 72 billion. Donc, ils vont augmenter le CAPEX. Et l'augmentation de CAPEX, ça fait que potentiellement, on va encore avoir des marges qui risquent de baisser. Ça, j'aime pas trop voir ça. Et c'est le gros point négatif ici. Donc la dette, par contre, elle reste stable. Hein, ils financent ça avec du cash, donc c'est globalement bon. On peut voir ici que c'est surtout des achats de property and equipment. Donc c'est ça la grosse inquiétude que j'ai, et notamment avec ces hyperscalers. C'est pour ça que Microsoft et Amazon, je trouve pas trop mal positionnés là-dessus. C'est que ils sont en train de plus ou moins baisser leurs marges. Si on ajuste les choses, les net income ne sont pas si bien représentés dans ces entreprises et ne sont pas si bien mis en avant. Donc après, on peut se dire oui, mais il faut le faire avec l'operating cash flow. Sauf que ça m'étonnerait que tout en sorte vainqueur dans cette guerre sur l'IA et tout ça. Ça m'étonnerait que tout le monde en sorte vainqueur. Et ça m'étonnerait également qu'il n'y en ait pas certains qui aient des petits problèmes au niveau de la rentabilité de tout ça. Donc peut-être qu'ils vont avoir une très belle croissance. C'est pas ça que je dis. Je suis plutôt en train de penser que on risque d'avoir des baisses de marge qui soient assez problématiques pour ces entreprises. Et donc là, pour le coup, il faudra faire très attention parce que les net income risquent peut-être d'être flat ou de beaucoup moins performer que ce qu'on imaginait. Donc, c'est-à-dire là, tout le monde est euphorique. Les analystes estiment qu'on pourrait avoir une croissance à 15-20% par an des bénéfices nets. Eh peut-être que ça va être revu à 10-15%. Peut-être même que ça va être remis en dessous de 10%. Peut-être même qu'on sera flat. Parce que là, Google, on l'a vu, c'est plus ou moins flat si on ajuste tout ça. Meta, c'est pas flat, mais on est en baisse de marge. Donc, il faut faire attention. Amazon, pareil, on est plus ou moins flat avec tout ça. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser embarquer par tout ça et faire très attention à la valorisation. On va maintenant classer ces entreprises pour voir lesquelles seront capables de surperformer, lesquelles vont potentiellement sous-performer. Donc, encore une fois, cette analyse ici est quand même assez subjective. Alors, sur certains points, je vais essayer d'être le plus objectif, donc notamment la partie estimation de la croissance future, etc. Et maintenant, le classement final sera quand même assez subjectif parce qu'il y aura potentiellement des boîtes sous-valorisées qui peuvent surperformer que moi, je mettrai en sous-performe parce que j'estime qu'elles n'ont pas d'avantage compétitif et que ça va être compliqué pour elles. Donc, on va commencer avec S&P Global. S&P Global qui a quand même une accélération de sa croissance. Hein. Les estimations pour les EPS sont autour de 16% par an. Historiquement, c'est une boîte qui grossit à plus de 15-20% par an sur le chiffre d'affaires et également sur le free cash flow. Donc là, si on continue là aujourd'hui le marché pour faire du 13% par an, parce que moi je prends toujours cette marge de sécurité, donc pour faire des 13% par an, le marché aujourd'hui, il estime qu'on aurait une croissance de plus ou moins 14% par an avec 1% de rachat d'actions. Donc si on enlève les rachats d'actions, on va être aux alentours de 15, 15,5, c'est ça. 15-15,5% de croissance par an du free cash flow pour faire du 13% par an. Pour faire du 10% par an, on sera du coup plus ou moins à 12,5% de croissance par an. Le 12,5% est faisable et donc là sur un price sur free cash flow de 23. Pourquoi 23 ?
On va aller regarder le ratio. Si on prend le price sur free cash flow historique, sur les 10 dernières années, la médiane est à 26. Sur les 20 dernières années, la médiane est à 23. Sachant qu'il y a eu ce pic ici qui l'a probablement un peu poussé. Et sur les 30 dernières années, on est à 21. Donc, on va se mettre sur les 20 dernières années, 23, parce que le business, quand même, aujourd'hui, est meilleur que ce qu'il était il y a une dizaine d'années, et même qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, on va se mettre à 23. On pourrait même éventuellement monter à 25, mais étant donné la croissance ici, 23, ça me semble pas mal. Donc, avec ça, 10% de croissance pour 12,5% de croissance estimée pour le free cash flow. C'est faisable, hein. On a vu le trimestre qu'ils ont fait, qu'ils ont eu une accélération du chiffre d'affaires, d'autant plus que leur marge augmente quand même un petit peu, ils arrivent à améliorer ça. Donc le 12,5 est faisable, ça ne me semble pas complètement délirant. Donc au prix actuel, c'est possible que ça arrive à surperformer. Je pense qu'on est trop proche, on a trop peu de marge de sécurité là-dessus. Donc par rapport à ça, moi je me mettrais peut-être en neutre, mais quelqu'un qui le met à surperforme, c'est possible. Honnêtement, je le mets entre les deux, hein. Encore une fois, ça arrive souvent ça, mais j'aimerais bien le mettre entre les deux parce qu'il y a un monde où ça peut surperformer. S'ils arrivent à continuer comme ça, s'ils arrivent à accélérer la croissance, hein. Alors on va voir ici, croissance des EPS de 22%, donc c'est beaucoup plus que ce qui avait pu être imaginé. Bénéfice par action en hausse, les marges en hausse. Donc c'est possible, ils ne vont pas garder 22% par an, ça c'est clair et net, mais le 12 est possible. Le 12 est possible sur les 5 prochaines années. Donc, je le mets ici, je vais prendre un risque, je vais le mettre en surperform. Je pense qu'à ces niveaux de prix, S&P Global peut potentiellement surperformer. Ok, ça va être compliqué. C'est un prix qu'il faudrait qu'il fasse mieux que 12% par an. Donc, ça laisse très peu de marge de sécurité, mais c'est possible que ça surperforme même au prix actuel. Je vais être transparent, je n'ai pas en portefeuille, je ne vais pas l'avoir en portefeuille, je ne compte pas l'acheter, mais le prix ne me semble pas non plus complètement délirant. Maintenant, Booking Holdings. Donc Booking, qu'est-ce que ça donne? C'est BKNG, je crois, le ticker. Oui, Booking, on a une très belle historique de croissance, hein, 11% par an de croissance du chiffre d'affaires, EPS 14% par an, free cash flow 11% par an. On va aller regarder ça, la valorisation. Alors, le dernier free cash flow, 9 milliards 240. Est-ce que c'est bien le bon? Ici, il a légèrement baissé, mais en ajoutant le taux de croissance qu'on peut avoir potentiellement cette année, ça devrait continuer d'augmenter. Donc, on va le mettre à 9 milliards. Voilà. Le price sur free cash flow à 18. Pour faire les 10% par an, il nous faudrait, donc, on va enlever les rachats d'actions, on va le mettre à 0, on va ajuster avec le free cash flow par action. Donc là, il nous faudrait 10% de croissance du free cash flow par action avec un PER de 18 pour faire les 10% par an. Donc, c'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Ils sont capables d'avoir une croissance. Je pense que les 10% de croissance par an de free cash flow, c'est largement faisable. Pour faire du 13% par an, il leur faudrait du coup plus ou moins 13% de croissance du free cash flow. 13%, ce qui est également faisable. Ce qui n'est pas complètement scandaleux. Les estimations pour les EPS sont à 18% par an jusqu'en 2029. Le 13 est faisable. Hein. Le 13 est faisable. Donc, elle est entre... Je pense que pareil, Booking, ça peut surperformer. Je pense que ça peut surperformer. La valorisation n'est pas complètement aberrante. La valorisation n'est pas du tout délirante. Maintenant, pareil, si on a un événement macroéconomique, une grosse récession qui passe par là et que les gens ne vont plus voyager, ne vont plus à l'hôtel, font plus tout ça, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un business très cyclique. Donc le 13% ne laisse pas énormément de marge de sécurité, mais on n'est pas sur une valorisation qui est complètement aberrante pour cette entreprise. On passe maintenant à MSCI. MSCI, donc un peu concurrent sur certains segments de S&P. MSCI qui est une boîte que je préfère à S&P. Si je pouvais rentrer dans une des deux, je rentrerais plutôt sur MSCI. Pour le moment, je ne suis pas rentré dessus. Donc, avec les chiffres qu'ils ont actuellement, hop, on prend le free cash flow, 1 milliard 477. Hop, 1 milliard 477. Pour faire du 10% par an, il faudrait qu'ils grossissent leur free cash flow de 14% par an et qu'on ait un price sur free cash flow à 25. C'est faisable, encore une fois, c'est faisable. Ça laisse pas beaucoup de marge de sécurité, hein, parce que là, c'est le PS ici. Certes, ils ont réussi à grossir globalement plus ou moins à 20% par an leur free cash flow jusqu'à présent,
Mais s'ils arrivent à continuer à 20%, là, ils sont sous-évalués, hein, c'est clairement, mais ça laisse pas beaucoup de marge de sécurité. 14%, je trouve que ça laisse pas énormément de marge de sécurité dessus. Donc là, pour le coup, pour MSCI, je pense qu'ici, je le mets en neutre. Je le mets en neutre parce que la valorisation n'est pas assez élevée pour surperformer, pour sous-performer vraiment, pour que ce soit une sous-performance assez drastique, mais je trouve qu'elle est quand même un peu élevée pour ouvrir une position en imaginant que ça va surperformer. Donc je le mets en neutre parce qu'il y a quand même une chance, mais ça me semble un petit peu cher. Visa. Donc Visa, on n'a pas parlé du earnings de Visa et de Mastercard. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes. Tous les ans, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce que ça fait, c'est la croissance. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Donc ici, pareil, free cash flow, price sur free cash flow à 25, croissance à 10% par an. Alors on va mettre ça à 0 et on va mettre 12. On va le faire par free cash flow par action. Là, par contre, ça me semble un petit peu cher. Alors, jusqu'à présent, ils ont grossi autour de 15% par an. CA aux alentours de 10-11% par an, donc la 12. Allez, on peut être encore plus sympa et passer à 13 éventuellement, mais on reste quand même en dessous. Si on regarde le price sur free cash flow, on va regarder l'évolution du price sur free cash flow. On voit l'évolution et que sur les 20 dernières années, alors on va sortir de 2008, on va sortir de 2010, on est sur un médian à 28. Là, j'ai mis 25, donc peut-être que je suis un peu méchant, on va le mettre à 28. Si on le met à 28, on est pas mal. Hein. Si on le met à 28, on est pas mal. C'est pas moi ce que je recherche personnellement, vu que j'ai vu du 13%, mais on n'est pas trop mal. Ça laisse très peu de marge de sécurité, mais c'est pas mal. 28, c'est pas trop mal. Faudrait faire du 14% par an pour faire du 13%, donc 14% de croissance pour faire du 13%, ce qui est faisable, ce qui historiquement, ils l'ont fait. Visa, on est pas trop loin d'une valorisation qui peut sembler convenable. Ça ne laisse pas assez de marge de sécurité selon moi. Donc, je ne vais pas le mettre en sous-performé, je vais le mettre plutôt en neutre. En neutre, potentiellement plus. Même si avec les niveaux qu'on a ici, je dirais peut-être même qu'on pourrait inverser. Si je mets un Visa en neutre, ça pourrait inverser les deux. Honnêtement, on pourrait inverser les deux parce que même là, toutes les boîtes qu'on a vues, hein, il n'y en a aucune où c'est clair et net qui risque de surperformer. Qu'on soit vraiment clair là-dessus. Maintenant, Visa, il y a peut-être, on n'est pas trop mal. Ces quatre là, elles peuvent s'interchanger. Je suis un peu plus solide sur MSCI là, mais ça peut s'interchanger. On va voir pour Mastercard. Mastercard, voyons les attentes qu'ils ont. Alors, est-ce que déjà on est à jour sur le free cash flow? 17 milliards. Ok, le free cash flow n'est plus à jour, donc il nous faut passer ici à 17 milliards. 17 milliards. Avec une croissance à 11% par an. Alors, on va le mettre ici à 0 et on va le mettre à 13. Le free cash flow par action, hein, le bénéfice free cash flow par action. Ça nous mettrait du 14% par an ici. Pas mal pour un price sur free cash flow à 30. Par contre, c'est une boîte qui se paye très cher. À 30, voyons ce qui est estimé. Les estimations autour de 17. On est pas mal hein, en termes de valo là, pour Mastercard. Je trouve qu'on commence à être vraiment pas mal. Voyons l'évolution du price sur free cash flow. On est à 29. La médiane est à 34 sur 10 ans. Sur 20 ans, la médiane est à 32. Sur 30 ans, la médiane est à 31, 32. Donc 30, ok, ça nous donne du 14. Si on se met à 28, on se dit qu'on se met comme Visa, ça nous donne du 12,5. Honnêtement, Mastercard, ça, c'est pas mal. Hein. Mastercard, c'est pas mal. Je pense que je la mets en surperform. Parce que Mastercard a ses chances. On va passer sur Amazon. Amazon qui a bien repris maintenant, du coup. Mais Amazon, ouais, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour Amazon, on va aller regarder plutôt le operating cash flow. Parce que c'est ce qui importe. Étant donné qu'ils réinvestissent beaucoup, ce sera beaucoup plus adapté. Donc, on va regarder le price sur operating cash flow. On va regarder les niveaux d'operating cash flow qui ont price sur operating cash flow. C'est quelque chose qu'on a ajouté d'ailleurs récemment sur Margin. Et on va avoir, sur les 20 dernières années, la médiane est à 23, pardon. Sur les 30 dernières années, la médiane est à 23 aussi. 10 dernières années, 22. 5, 19. Donc, on va se mettre autour de 20, potentiellement. Si on regarde maintenant operating cash flow, on est à 130 milliards 691. 130 milliards 691. On va aller valoriser ça. Donc, on a bien augmenté. Ici, on est à 18. On peut limite le mettre à 20. Et ici, en fonction de ce qu'on veut mettre, on peut mettre un essai à 18, on peut le mettre à 20. On met l'essai à 18 parce que je reste quand même assez conservateur.
Donc là, ce serait une croissance de 15% par an. Donc ça ferait plus ou moins 14 si on enlève les rachats de 14. Est-ce qu'ils en sont capables? Oui. Pour faire 13% par an, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait du 16, du 16, du 15,5. Du 15,5, c'est largement faisable, hein. Ils ont réussi à le faire. Dans l'histoire, ils l'ont fait également. On va regarder historiquement, mais historiquement, l'operating cash flow a augmenté de 26% par an, sur les 5 dernières années de 35%, sur les 30 dernières années 47%. C'est assez exceptionnel. Donc c'est faisable. Le 15% me semble faisable. Ça laisse juste pas beaucoup de marge de sécurité. Et moi, je suis plus confortable avec quelque chose autour de 13-14%. Et donc, vu que ça laisse pas beaucoup de marge de sécurité, là, on va aller en neutre. On n'est plus sous-valorisé comme avant. On est plutôt en neutre. Parce que je pense on commence à devenir pas forcément cher, hein, mais on arrive sur les limites pour l'entreprise. Pour Google, voyons ce que ça va donner. Pour Google, on va être plus ou moins comme Amazon. Le seul truc, c'est qu'ici, on peut passer sur le price sur operating cash flow. Ça dépend comment on veut le considérer. On a vu tous les bénéfices exceptionnels qu'ils mettent sur net income. On peut passer en operating cash flow. Voyons ce que ça va donner. On va aller regarder le price sur operating cash flow historique de Google. Il est aux alentours de 18. 18, 19. Sur 5 ans, 18. Donc on va le mettre à 18. Quel est l'operating cash flow ici qu'on a sur la boîte? L'operating cash flow est 151 milliards. 151 milliards, on va être ici plutôt autour de 18. Et donc là, il nous faudrait une croissance à 12-13% par an. Pour faire du 10%, il nous faudrait une croissance à 15% par an. Est-ce que le cash flow opérationnel peut faire 15% par an pour 10% de croissance? Je sais. Ça commence à devenir assez élevé. Il faut faire 18% par an pour faire du 13%. Là, on commence à être un peu élevé. Là, ça va être trop élevé pour moi. Donc, Google, j'ai presque envie de le mettre maintenant qu'on va potentiellement arriver dans une zone de sous-performance. Ça m'emmerde de le dire, mais pour tous ceux qui rentreraient maintenant sur la position, c'est possible que ça sous-performe. C'est clairement pas le moment aujourd'hui de rentrer sur Google. Okay. 18%, c'est possible. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est possible, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? On va aller regarder rapidement l'évolution, mais ça me semble quand même un petit peu, je n'ai pas envie de dire compromis, mais c'est pas ce qu'on a de plus facile. Hein. Ça va pas être ce qu'il y a de plus facile. Ça a quand même grossi de 16% par an sur les 10 dernières années, 21 sur les 20, 43 sur les 30. 5 dernières années, on est autour de 10. Ils ont bien intérêt à bien développer les data centers pour ça. Et donc, si on passe là-dessus, si on reste sur quelque chose de plus proche de l'historique, aller à 13, ça me semble un petit peu compliqué. Je vais le mettre en sous-perform, mais pas convaincu, quoi. J'ai plus envie de le mettre en neutre, parce qu'ils en sont capables d'aller chercher ces chiffres, mais je vais le mettre en sous-perform. On va aller voir maintenant Microsoft. Microsoft est beaucoup plus modéré dans leurs chiffres, dans leurs dépenses et tout ça, donc ça, on l'apprécie. Alors, le current net income, qu'en est-il? On va aller vérifier, on va essayer de voir ça si c'est le bon. Net income, 104 milliards. Ici, on est bien à 104 milliards. Si on irait sur un price to free cash flow à 28 et une croissance à 11% par an, on fait du 5. Le marché, là, pour faire du 13%, il estime 19% par an de croissance du net income. Ça me semble trop compliqué. Ça me semble beaucoup trop loin. Donc là, Microsoft, ça va en sous-perform. Apple. Voyons ce que ça donne Apple. On n'a pas vu les earnings d'Apple parce que la boîte a globalement pas donné grand-chose. C'est des bons earnings, hein, mais rien d'exceptionnel, rien de nouveau, disons, qui justifie une rubrique là-dedans. Alors, on va voir le net income, 104 milliards pour Apple. Non, on est toujours sur Microsoft. Il faut passer sur Apple. 99 milliards de free cash flow. On va aller voir ça. On va aller voir comment ça évolue. On a une belle croissance, hein, globalement, même si le free cash flow devient là depuis 10 ans, il n'y a pas une très belle croissance. Le net income, par contre, lui, grossit bien parce qu'ils font des beaux rachats d'actions. Donc 112 milliards, le free cash flow, on a combien? 98 milliards. Alors, on va passer ici, on va se mettre 112 milliards. Si on analyse un price sur earnings à 25, pour obtenir 13% par an, il faudrait que ça grossisse de 22%. 21.
21, presque 21%, ça me semble quand même assez complexe, hein. Ça me semble quand même assez complexe pour un price sur earnings de 25. Si on regarde ici, le PER historique, on est sur un des PER les plus hauts que l'entreprise ait eu. Le médian est à 18. Bon, on va enlever ces trucs. Le médian est à 20. Voyons sur combien d'années on peut aller en plus. Si on enlève ici, hop, on a un médian à 20. Sur les 5 dernières années, un médian à 30. Les 10 dernières années, à 25. Donc 25, je trouve que je suis quand même assez gentil, hein. 25, ça nous fait du 13. Il faudrait du 21% de croissance. Là, ça me semble trop compliqué. Apple, ça sous-performe. Meta. Meta, voyons ce que ça m'a donné. Meta Platform, donc super croissance, surtout au niveau du chiffre d'affaires. Pareil pour les bénéfices nets, pareil pour le free cash flow. Là, ça ralentit un petit peu. Donc, en prenant le net income, pourquoi eux, je ne prendrais pas le cash flow opérationnel, même s'ils investissent beaucoup? Parce que ce n'est pas les mêmes. Disons que Google et Amazon, ils investissent beaucoup pour les data centers. Et là, ils ont déjà de la rentabilité, des super marges opérationnelles dessus. Là, il n'y a pas de marge particulière là où Meta investit, donc je trouve ça beaucoup plus risqué d'aller prendre les cash flows opérationnels. Donc le net income, 58 milliards. Le free cash flow, 44 milliards. Donc 58 milliards de net income. Le PER, il est à 28. Alors la médiane, on va se partir à partir de 2010 et depuis 2013, la médiane est à 28. Donc on est plus ou moins là où il faudrait être. On peut le mettre à 25 ici. Alors on avait dit combien en net income? 58, 520. On est bien. Donc pour faire du 13% par an, il faudrait une croissance à 15,7. 15,7% par an de croissance du net income et un price sur earning à 25. À 25, alors si on peut le monter sur la médiane qui est plutôt à 28, ça nous ferait qu'on aurait 13%. Donc le 13 est possible. Si on se met ici sur 25, ça nous fait que le 15 est possible aussi. Maintenant, le 15 est faisable, hein. Ils l'ont montré, ils l'ont fait. Ça va dépendre maintenant de comment ils vont investir cet argent. Moi, un étage, je le mets ici. Ça a une chance, mais je préfère pas toucher. Parce que je suis pas forcément convaincu de leurs investissements, de la rentabilité future des investissements qu'ils sont en train de faire actuellement. J'en suis pas convaincu à 100%. Je pense aussi qu'ils ont quand même beaucoup augmenté leurs tarifs publicitaires et que ça va pas être soutenable, que c'est aussi surtout beaucoup grâce à l'augmentation des tarifs publicitaires qu'ils arrivent à avoir de la croissance. Donc, pour Meta, je ne mets que ça a une chance, mais je préfère ne pas y toucher. PayPal. PayPal, voyons ce que ça va donner en termes de valorisation. Alors, on va la regarder. Ici, on a une croissance qui est quand même pas trop mal. Maintenant, les estimations sont assez faibles, surtout pour le chiffre d'affaires. Pour le bénéfice, elles augmentent pas mal. Le free cash flow, il a en moyenne augmenté de 15% par an, 16% par an ici pour le bénéfice net. Je pense qu'il va y avoir une petite, pas décroissance, mais une croissance moins forte. Alors, le free cash flow est à 5 milliards 565. Là, pour que faire 13%, il faudrait que le marché, avec un PER de 15, il faudrait 7% de croissance du free cash flow par an. Honnêtement, c'est possible, hein. Honnêtement, PayPal, c'est possible. Le prix aujourd'hui n'est pas un problème. Et c'est pour un free cash flow, price sur free cash flow de 15. Price sur free cash flow de 15. La médiane est à 20 sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, depuis 2012, la médiane est à 25. Le free cash flow à 15, price sur free cash flow à 15 est possible, hein. Alors, on n'est pas sur des trucs aberrants ici. Donc, PayPal, si j'avais bien aimé la boîte, je l'aurais mis ici en surperform. Malheureusement, c'est une entreprise que je n'aime pas. Ça, c'est plus personnel qu'autre chose. Donc, tant mieux que je n'aime pas, je considère qu'il n'y a pas vraiment un mode. Je ne suis pas confiant sur cette entreprise. Je ne pourrais pas la garder 10 ans en portefeuille. Je la mets dans. Ça a une chance. Ok. Quelqu'un qui pourrait bien aimer la boîte, qui comprend bien le fonctionnement derrière tout ça. Pourquoi pas? La valorisation est bonne, mais maintenant, là où c'est pas bon, c'est pour moi, le moat et l'avantage compétitif. Donc, je la mets. Ça a une chance, mais je préfère ne pas toucher. Chipotle, voyons ce que ça donne. Chipotle qui a montré une croissance quand même assez exceptionnelle. Et là, on l'a vu, hein, c'est majoritairement dû. Et la croissance qu'il y a pour le moment, à l'ouverture de nouveaux restaurants. On va regarder les 1,5 milliard. Le free cash flow à combien? 1,5 milliard également. Donc, on va se mettre plutôt ici. Voilà, 1 milliard. Allez, on va arrondir 1,6 milliard. Pour arriver à bien performer, là, le marché, il estime que ça va grossir de 14,5% par an. Pour un price
earning à 25, ce qui est quand même élevé. Hein. C'est une boîte qui s'est toujours globalement payée très très cher, je trouve. Hein. La médiane est à 60, mais bon, il y a eu ce pic en 2016, tout ça. La médiane ici 48. C'est une boîte qui s'est globalement toujours payée très cher. On a eu des fois où on a pu la choper à 22 fois les bénéfices. Ça s'est toujours payé quand même très très cher. 25 fois, ouais, c'est... pourquoi pas. 25 fois, ça me semble un peu cher pour une boîte de ce style, mais pourquoi pas. Le marché, donc, il faudrait qu'il grossisse de 13% par an. Enfin, de 14,5% par an les net income pour faire de 13% par an avec. Ça me semble assez compliqué. Moi, j'estime que déjà, s'ils arrivent à grossir de 10% par an, c'est bien. Donc là, pour le coup, malgré la grosse baisse, pour moi, je le mets en sous-performe. On va passer sur Fiserv et après, on finira avec Eli Lilly. Fiserv qui a bien baissé, hein, qui a bien baissé. Donc là, toutes ces estimations vont être revues à la baisse. La valorisation précédente ici ferait qu'on serait à 15% potentiellement, sans croissance. Ok. Donc là, on est quand même sur une boîte qui est vraiment sous-valorisée. Là, la question avec Fiserv, c'est pas est-ce qu'ils sont bien valorisés ou pas. Ils sont clairement sous-valorisés. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables? Parce que c'est possible qu'on ait moins de 10% ici. Et là, d'un coup, c'est pas la même histoire. Hein. Si on est en négatif ici, c'est pas la même histoire. Si on est à moins 1, ça va encore. Moins 2. Donc là, pour que ça fonctionne, il faudrait une décroissance de 6%. C'est possible que ça surperforme. C'est possible. La valorisation est ridiculement basse. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. La valorisation est ridiculement basse. Je ne vais pas la mettre en surperforme. Moi, je vais la mettre à une chance, mais je ne touche pas. J'ai expliqué pourquoi je ne touche pas. C'est la dette. Ok, première chose. La dette est beaucoup trop élevée pour moi. La couverture des intérêts est trop faible. La rentabilité est trop faible parce que même si on prend la rentabilité, donc avec les nouveaux ratios qu'on a ajoutés, qui sont sur le ROCE, mais basés sur le free cash flow, on n'est pas bon. On n'est pas au-dessus des 15% que je vise. On a rarement été au-dessus de 15%, si ce n'est, on a été une fois en 2000. Donc non, je ne touche pas. Ça peut potentiellement surperformer. Quelqu'un qui connaît très bien la boîte, qui connaît très bien tout ce qu'il y a derrière, ça peut surperformer, mais je ne touche pas. La dernière, c'est Eli Lilly qui a donné un très très bon quarter. Un très très bon quarter qui a bien performé. Concurrent de Novo Nordisk. Alors on va regarder ici, net income 13,8 milliards, free cash flow négatif, donc beaucoup d'investissements pour l'entreprise aussi. Là, si on a un PER à 30, il faudrait une croissance de 28% par an du bénéfice net pour avoir 13% de performance. 28, c'est potentiellement possible. Hein. Les analystes estiment que ce serait 32. Historiquement, ça a été plutôt aux alentours de 20. Donc là, il faudrait une accélération de tout ça. L'accélération, pourquoi pas, mais 28, ça me semble un petit peu élevé. Je trouve que on attend beaucoup cette boîte. Je trouve que si on est à 20, ce sera déjà très bien si pendant les 5 prochaines années, Eli Lilly arrive à grossir de 20% par an. Et donc, avec ça fait que je la mets en sous-performe parce que je pense qu'elle est trop chère. Je pense que Eli Lilly, c'est trop cher actuellement. On est sur un price sur... regardez ça, mais on a un price earning à 55. C'est très très cher, même si historiquement ça s'est potentiellement payé cher. La médiane sur 10 ans est 42, sur 20 ans la médiane est quand même à 23, c'est beaucoup plus faible. Mais bon, le business aujourd'hui se paye normalement plus cher qu'il y a 20 ans parce qu'il est bien meilleur à l'heure actuelle. Donc c'est plus ou moins normal, mais j'irai pas au-delà de 30. Et on est à 6, donc là pour moi ça va sous-performer. On n'est pas sur quelque chose de terrible là-dessus. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce classement. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Le seul où peut-être que je changerais ici, c'est le S&P Global, le passer peut-être en neutre. Et Booking peut-être aussi en neutre. Mais sinon, voilà globalement le classement, comment je le vois. Dis-moi toi en commentaire qu'est-ce que tu ferais de différent. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour de rejoindre mon club d'investisseurs dans lequel je partage mon portefeuille tous les mois qui surperforme, toutes les transactions que je fais, toutes les recherches que je fais sur les marchés, tous les rapports d'analyse, absolument tout. Tu as aussi une formation complète dedans pour apprendre à investir avec ma stratégie qui va te permettre de surperformer. Donc, tu as le lien qui se trouve dans la description si tu désires aller plus loin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner en activant la petite cloche. Ciao, ciao!